Alors, comment se traduit la BPCO? Eh bien, elle se traduit par, elle a un noyau commun, si je peux dire, avec toutes les causes d'obstruction bronchique. Sont formes les plus classiques, ce sont des signes fonctionnels, qui est tout expectoration chronique. Alors, les sujets qui sont tabagiques ont ceci de particulier qui disent que c'est normal. Oh, je tousse et je crache un peu parce que c'est normal, je fume. Bah, c'est pas normal, non. Ça veut dire que ça traduit une anomalie sur les bronches, hein. Et donc, ils ont une toux le matin, et ils ont des propos pour dire bah, oh, je nettoie les bronches le matin. Vous savez, sur le comptoir du café, le petit blanc, hein, on se décalamine les bronches, on tousse un peu comme ça. Et c'est normal pour eux, c'est normal. Et puis, ils sont de plus en plus essoufflés. Oh, c'est normal, hein. Je prends des années, donc au début je fais du foot, puis après je fais plus de foot, je le fais du foot à la télévision. Est-ce que je peux plus courir? Bah, c'est normal. Bah, c'est normal parce que je fume. Oh, voilà. Et donc tout ça est dramatique parce que finalement c'est une symptomatologie. Autant une crise d'asthme, vous savez, les sujets ils viennent vous voir tout de suite, hein, quand il y a une crise d'asthme. C'est brutal. Autant là, tous les jours, ils s'amputent un tout petit bout de leur capacité et donc ils ont tendance à banaliser. Euh, donc les signes physiques, vous les retrouvez dans les signes de distension thoracique, hein, c'est le thorax globuleux, etc. Et dans les formes sévères, c'est les patients qui sont dysmiques au moindre effort, qui ont des cyanoses parce qu'ils se mettent à être hypoxiques. Ils ont des respirations parfois à lèvres pincées. Vous devez voir ça dans le métro, les sujets qui ne peuvent pas monter les étages. Et quand vous regardez bien comment ils sont essoufflés, vous regardez, ils respirent comme ceci. Qu'est-ce qu'ils font? Ils pincent les lèvres. C'est très intéressant parce qu'en fait, ils ont découvert la pression positive expiratoire. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, pour maintenir les bronches le plus souvent, le plus ouvertes à l'expiration, ils augmentent la pression intraluminale en pinçant les lèvres. Et donc, ils vont retarder le moment où le collapsus bronchique va avoir lieu. Et donc, ils améliorent leur expiration. Ça leur permet de vider un peu plus l'air qui s'est accumulé dans le thorax, puisque vous avez compris que toutes les bronchopathies chroniques obstructives ont un point commun, souffrent de distension thoracique, de l'air qui ne peut plus sortir à cause de ces bronches qui sont inflammatoires et qui sont bouchées. Alors, ils ont les conséquences de l'hypoxie avec l'apparition d'insuffisance cardiaque droite, avec une hypertension artérielle pulmonaire. Parce que je vous rappelle que la première conséquence, et voilà, vous voyez la physiologie de l'hypoxémie qui est générée dans la BPCO, notamment, c'est de créer une vasoconstriction artérielle pulmonaire. Et donc, HTAP veut dire que insuffisance cardiaque droite. Voilà. Alors, ça permet de distinguer deux formes de bronchopathie chronique obstructive, ceux qui vont se traduire essentiellement par des lésions bronchiques avant tout, et puis d'autres qui vont se traduire par des lésions non seulement d'obstruction bronchique, mais d'obstruction d'emphysème. Alors, c'est quoi l'emphysème? Parce que tout ça n'est pas toujours clair pour vous. C'est-à-dire que dans cette maladie qui est la BPCO, il y a en fait deux types de lésions. Une première qui va concerner les bronches, qu'on va schématiser comme ça. Et au bout des bronches, vous avez les alvéoles. Donc vraiment un schéma très 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 simplifié. Alors, dans la bronchite chronique, vous allez avoir, dans la BPCO, vous allez avoir non seulement une obstruction bronchique ici qui va faire que l'air ne pourra pas sortir à l'expiration, mais dans d'autres formes, vous aurez de l'emphysème. Alors, c'est quoi l'emphysème? Eh bien, c'est la destruction des unités alvéolaires. L'emphysème, c'est le trou dans les mentales. Je vous rappelle que le gruyère n'a pas de trou et que les mentales en a. C'est comme ça. Et donc, c'est pareil. L'emphysème, c'est le trou dans le fromage, dans les mentales. Et donc, au lieu d'avoir des poumons qui vont être homogènes avec des alvéoles, les alvéoles vont être détruits et vous allez avoir donc des trous qui vont provoquer de l'emphysème. Alors cet emphysème, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que vous avez ces alvéoles qui sont complètement détruites, vont faire que cet endroit-là va se distendre avec un espèce de poumon mité et qui va faire que vous avez une grande quantité d'air qui va rester captif dans le poumon puisqu'il ne participe plus du tout aux échanges gazeux.
et cette distension, et vous avez des patients qui ont plus ou moins soit une obstruction bronchique prédominante, soit une obstruction emphysémateuse, soit les deux. Et vous allez avoir plus ou moins, selon le mécanisme qui va être impliqué, vous allez avoir la même traduction. Parce que finalement, on peut avoir des patients qui ont, notamment dans les déficits en alpha-antitrypsine, qui ont des lésions d'emphysème prédominantes, des bronches pas très inflammatoires finalement, et qui vont se traduire par le fait que vous avez des poumons totalement abîmés avec plein d'air, et qui vont venir, la pression va devenir importante et va venir boucher vos bronches par ce phénomène de pression. Mais ça va se traduire de la même façon. Mais là, vous aurez dans les formes, on va dire caricaturales, pour vous faire bien comprendre les mécanismes, dans l'emphysème, ça va être du sujet qui n'auront pas de signe bronchique, c'est-à-dire qu'ils ne tousseront pas, ils ne cracheront pas, mais ils seront essoufflés parce qu'ils ont la possibilité de boucher. Alors que dans la bronchite chronique, c'est je tousse, je crache, je fais des surinfections bronchiques toute l'année, je prends des antibiotiques toute l'année, et en fait, c'est sur des lésions bronchiques. Puis vous avez les formes qui sont mixtes, qui ont à la fois les deux. Alors ici, vous avez la forme qu'on appelle des anglo-saxons qui ont tout à fait bien vu ça, qui avaient défini ce qu'on appelle les blue blotters. Les blue blotters, c'est-à-dire les sujets qui sont un peu, qui toussent, qui crachent et qui crachouillent. Hein. Blue blotters, ils sont bleus parce qu'ils sont dyspnéiques et ils sont hypoxiques. Ils sont bleus et ils crachent. Et des pink puffers, c'est des gens qui généralement sont au contraire, les blue blotters sont souvent un petit peu replets. Hein. Et alors les pink puffers sont des sujets très maigres qui au contraire sont essoufflés au moindre effort, qui toussent pas, ils crachent pas. Mais ils sont essoufflés au moindre effort, ils sont décharnés parce qu'ils ont plus du tout ils perdent énormément de calories, et ils sont essoufflés au moindre effort. Hein. Et donc c'est vraiment les deux caractéristiques qui relèvent de mécanismes probablement différents, mais qui ont en commun une seule cause, qui est le tabagisme le plus souvent. Et on ne sait pas pourquoi certains font. Enfin, il y a quelques cas pour lesquels on sait, mais on ne sait pas pourquoi effectivement certains vont faire plus cette maladie-là plutôt que l'autre, ou parfois des formes mixtes. Forme particulière de l'emphysème panlobulaire, ça s'appelle l'emphysème panlobulaire. Ce sont les pink puffers, on vient de voir, qui sont alors pink puffers parce qu'ils sont roses. Pourquoi est-ce qu'ils sont roses? Parce qu'ils sont hypoxiques à l'effort que très tardivement. Enfin, ils sont hypoxiques en continu que très tardivement, ils le sont uniquement à l'effort. Donc destruction de tout lobule pulmonaire avec une dyspnée d'exercice, sans expectoration, hypoxémie plus tardive, donc pas de cyanose précoce. Signe de distension très important, pink puffer des Anglais. Voilà, là vous avez les traductions radiographiques que je vous laisserai revoir. Vous voyez, un emphysème, c'est un trou. Il n'y a plus de poumons. Là, ici, vous avez poumons, là, il y a 0 poumon. Là, vous voyez. Donc vous retrouverez ça, les traductions au scanner, ça nous a permis de bien découvrir. Là, ici, vous avez une bulle d'emphysème, hein, un emphysème bulleux qui donne des bulles. Il ne faut pas confondre avec un pneumothorax. Voilà, qu'on retrouve très bien, les bulles d'emphysème. Donc vous voyez, quand vous avez ce type de... Il n'y a plus de poumons, on comprend pourquoi on ne peut pas... Alors vous reverrez les épreuves respiratoires dans la BPCO avec la définition de trouble ventilatoire obstructif, la définition de la distension thoracique avec l'augmentation des volumes non mobilisables et les conséquences sur les gaz du sang avec l'hypoxémie qui est précoce dans la BPCO avec emphysème centrolobulaire et plus tardive dans les emphysèmes panlobulaires. Et l'hypercapnie qui traduit au fait le fait que vous n'arrivez pas à avoir des échanges et à évacuer le CO2. Là, vous voyez dans les EFR des BPCO. Alors, la sévérité et la complication des PPCO, c'est quoi? Alors, on définit les sujets à risque sur ceux qui commencent à tousser, cracher, mais qui ont un rapport VMS sur CVF qui est normal, et qui est donc, ce sont les sujets à risque. Quand on commence à tousser, cracher, eh bien, on est à sujet à risque. Et puis après, on définit encore maintenant, mais je ne suis pas sûr que ça dure encore très longtemps, on définit les 4 stades de la BPCO en fonction du VMS. Dans tous ces stades, il faut qu'il y ait un VMS sur CVF qui est moins de 70%. Ça définit l'obstruction. Et à partir de là, vous pouvez regarder le VMS seul. Et quand vous avez le VMS seul, mais toujours avec VMS sur CVF qui est inférieur à 70%, quand vous pouvez avoir un VMS supérieur à 80%, vous êtes stade 1. Quand vous êtes entre 50 et 80%, vous êtes stade 2. Entre 30 et 50%, stade 3. Et moins de 30%, stade 4. Donc voilà les 4. L'insuffisance respiratoire, vous devez vous référer à votre cours de physiologie, traduit par l'hypoxémie avec ses conséquences sur l'hypertension artérielle pulmonaire,
et l'insuffisance ventriculaire droite, et la fatigabilité musculaire et l'hypoventilation alvéolaire qui aboutit à l'hypercapnie. Donc des mécanismes différents, l'hypoxémie et l'hypercapnie, que vous reverrez au niveau de votre cours sur l'insuffisance respiratoire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire la distinction? Cette diapositive vous permet, et on la reverra quand vous serez dans les cours sur la pneumologie, qui vous permet de faire la distinction entre l'asthme et la BPCO. Parce que vous allez dire, parfois, l'un et l'autre ressemblent à l'autre. Effectivement, si ce n'est que... Alors, vous avez quelques éléments qui font... vous font porter les diagnostics. L'âge d'apparition, classiquement, tout ça c'est du classique, dans les formes typiques, moins de 40 ans chez l'asthmatique, pas toujours, plus de 40 ans chez la BPCO, des antécédents de tabagisme qui n'est pas causal, c'est-à-dire qui n'est pas en cause et qui joue comme facteur aggravant chez les asthmatiques. Si vous êtes asthmatique et vous fumez, là vraiment, faut vraiment l'aimer ça. Lorsque la BPCO, vous voyez, c'est 10 paquets années là. Les études qui sont faites et qui sont publiées sur la BPCO, c'est 10 paquets années. 10 paquets années, c'est un paquet de cigarettes depuis 10 ans. Pour ceux qui ont commencé à 15 ans à fumer, vous voyez vous êtes déjà dans la BPCO. Ou ceux qui commencent un peu plus tard mais qui fument 2 paquets. Rare dans l'asthme, elle est assez fréquente dans la BPCO. L'évolution stable, aggravation avec la lente avec exacerbation, et la fonction respiratoire qui se normalise totalement de l'asthmatique, pas de normalisation complète dans la BPCO. Donc vous voyez, ce tableau vous permet de repérer les formes classiques qui permet de distinguer les deux. Alors ce qu'il faut retenir, définition de la bronchite chronique, tout expectoration 3 mois par an, 2 années consécutives. C'est ce qu'on a vu dans les diapositives précédentes que je ne vous avais pas remis dans les formes à risque. La BPCO et l'emphysème, les stades de gravité de la BPCO, les grandes différences entre l'asthme et la BPCO. Alors les dilatations des bronches, cette coupe vous permet de comprendre la dilatation des bronches. C'est en fait une coupe qui vous montre que les bronches sont très très remaniées au cours des dilatations des bronches, dans lequel vous allez avoir par des phénomènes d'hypersécrétion. Là ici vous avez du mucus qui bouche la bronche, toutes expectorations. Vous allez avoir des hyperplasies des glandes qui vont faire que vous allez avoir une hypersécrétion. Vous allez avoir une modification de la structure pariétale et des bronches qui vont abîmer leur cartilage, si bien que vous allez avoir des bronches qui vont bien sûr se dilater parce qu'elles vont perdre leur structure, leur rigidité classique, ce qui explique la raison pour laquelle vous allez avoir une dilatation anatomique visible sur le scanner, mais une obstruction bronchique par le fait que tous ces éléments vont constituer une obstruction au passage de l'air. Et pour autant, vous avez des bronches dilatées. Alors, quels sont les signes cliniques des dilatations des bronches ? Eh bien, c'est la toux et l'expectoration purulente quotidienne, alors qui tousse, qui crache tous les jours, avec des signes de distension. Ils vont avoir une obstruction bronchique et vous allez retrouver les signes d'obstruction bronchique. La complication principale, ce sont les surinfections bronchiques, l'insuffisance respiratoire par les conséquences sur la ventilation et des possibilités d'hémoptysie parce que dans les dilatations des bronches que vous avez ici, que je vous ai montré la première fois, vous avez une hyperplasie vasculaire, vous avez des gros vaisseaux qui se développent et ceux-ci peuvent saigner. Donc raison pour laquelle vous avez à la fois surinfection, insuffisance respiratoire, hémoptysie. Alors voilà des bronches dilatées, vous voyez, qui sont des grosses bronches. Et le caractéristique radiographique que vous reverrez, à savoir que vous avez ce qu'on appelle l'aspect en bague à chaton que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'une bague avec un petit diamant au-dessus, théoriquement, le diamètre des bronches ne doit pas être supérieur au diamètre des vaisseaux qui l'accompagnent. Et là, vous voyez que c'est l'aspect en bague à chaton dans les dilatations des bronches, des aspects kystiques. Alors, les grandes causes des dilatations des bronches, vous voyez, c'est des maladies comme la mucoviscidose que vous connaissez chez les enfants qui ont des lésions, on verra pourquoi. La tuberculose qui peut créer des dilatations des bronches. Des pneumonies qui peuvent détruire et abîmer les bronches et donner des bronches. Et puis tout ce qui va faciliter les infections comme les déficits immunitaires qui peuvent créer des dilatations des bronches. Alors tout ça vous sera détaillé quand vous ferez le cours sur la pneumologie. Vous voyez ici des bronches dilatées ou un poumon qui est totalement abîmé par ces infections à répétition et des bronches qui deviennent kystiques. On ne reconnaît plus du tout l'anatomie normale des poumons. Donc les infections chroniques,
Les maladies inflammatoires bronchiques chroniques, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, il peut y avoir des dilatations des bronches. Et les maladies du conjonctif ou des cartilages, il y a d'autres causes qui sont là. Voilà, ce qu'il faut retenir sur les dilatations des bronches, la définition de la dilatation des bronches avec les signes cliniques et radiographiques, les principales complications et les grandes causes de dilatation des bronches qui sont représentées sur cette diapositive. Eh bien, nous avons fini pile poil. Voilà, je vous remercie.